de police, des policiers, parfois pris à partie dans leur quotidien en civil parce que reconnu. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous signalez régulièrement aux autorités. Oui, alors déjà, ce que ma collègue vit tous les jours, j'allais dire, c'est tous les flics de France qui vivent ça tous les jours. On peut le multiplier. Effectivement, nous les policiers, on est obligé de dire à nos enfants, par exemple, tu dis pas que papa ou maman est flic, parce qu'à l'école, on n'a pas envie que tu aies des problèmes. À une époque, moi, je suis rentré en 98 dans la police. J'étais fier de rentrer. J'avais des anciens qui venaient en tenue panachée, on appelait ça. Ils prenaient le métro. Ils étaient à moitié en uniforme. Les gens étaient même rassurés de voir des policiers dans le métro, dans la ville comme ça. Et aujourd'hui, faut qu'on se cache parce qu'on est presque des parias pour une partie de la société. Donc ça, effectivement, on attend de notre employeur qu'est l'État de protection et reconnaissance. On l'a toujours crié haut et fort. Maintenant, sur la guillotière, moi, je tire mon chapeau à tous les collègues de France qui sont dans des quartiers populaires comme ça. Parce que, par exemple, la guillotière, vous voyez, c'est une brigade spécialisée de terrain, normalement, qui avait été créée pour justement mettre, j'allais dire, le paquet sur la sécurité. Alors, quand on crée une brigade de sécurité de terrain, il faut à minima, par exemple, sur ce secteur-là, mettre 30 agents de police. On n'en a que 20. Donc il en manque 10. Sur l'agglomération lyonnaise, c'est 300 flics qui manquent. Pareil sur la Seine-Saint-Denis, pareil sur les grands axes comme ça. Donc en fait, nos collègues au quotidien travaillent en sous-effectif, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et moi, je suis content de voir un quart de CRS qui est là. Et depuis que les collègues CRS sont arrivés dans le secteur, vous voyez bien, hier, il y a eu 19 arrestations, hier soir. Avant-hier, 18. On a trouvé des fichiers S, on a trouvé des personnes qui avaient des OQTF qui ne sont pas parties, des stupes, enfin bref, il suffit de secouer le cocotier et il y a tout qui tombe. Et là, on se dit, mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas faire ça avant, quoi. Et Gérard Collomb, vous en faites 80, vous en faites 100 en 2 jours, en 48 heures. Vous auriez toujours le même problème avec les OQTF ? Donc il faut changer la loi. Donc il faut faire des efforts. Non, les OQTF, il faut convaincre les pays d'origine. C'est pas nouveau. Non mais voilà, les interpellations c'est bien, mais si vous les retrouvez ces interpellés dans 3 semaines, vous serez encore mécontent. Du renseignement, j'étais dans l'immigration clandestine et moi aussi, je faisais des gardes à vue et j'ai délivré des OQTF et c'était pas nouveau. Et ce problème-là, on le connaît. Quand le président Hollande est arrivé, on a changé le système. Avant, il y avait des gardes à vue, on a fait des retenues judiciaires qui ont allégé le système, soi-disant. Donc on avait encore moins de temps pour prouver la nationalité des personnes qu'on interpellait. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'une OQTF, c'est valable 1 an. Donc en fait, une fois qu'on délivre une OQTF à une personne qui est en immigration clandestine, cette personne-là va faire le dos rond, va se planquer pendant 1 an, et au bout d'1 an, hop, ça y est, totem d'immunité, on ne peut plus me renvoyer parce que j'ai mon OQTF qui est caduque. Donc une fois, il y a aussi les gens qu'on envoie dans les centres de rétention, dans les CRA, dans les centres de rétention administratifs. Et ces gens-là, c'est pareil, ils sont dedans, ils ont des droits, parce qu'on est aussi en démocratie, ils font des recours au TA, ils font des recours devant les juges administratifs, ils sont aidés par des associations. Des ONG, des associations qui sont là pour leur donner les droits, les assister, leur donner des avocats. Et surtout dans les villes Europe Écologie. Et surtout dans... Non, c'est très important. Surtout dans les villes Europe Écologie. À votre avis selon moi, ça. Excusez-moi. Peu importe. Il y a un état de droit et on va quand même s'en féliciter, Michel. Et le premier réflexe d'une personne qui arrive sur un pays européen, d'ailleurs pas que français, c'est de jeter ses papiers officiels. Donc on devient apatride. Et quand en fait après c'est pour exercer le droit d'asile. Pour demander le droit d'asile, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'y ont pas droit. Et une fois que donc on veut prouver la nationalité d'une personne qui est mise dans un centre de rétention, c'est une course et c'est chronophage parce que le centre de rétention, on peut y rester que 90 jours maximum. Par exemple, les Allemands. Les délais ont été réduits les Allemands, par la loi d'immigration de 2017. Voilà. Les Allemands, c'est 180 jours et les pays anglo-saxons, c'est ad vitam aeternam, il n'y a pas de limite. Voilà. Et les vrais demandeurs d'asile ne vont pas dans les centres... Mais non, parce que les vrais demandeurs d'asile, ils font des démarches dans ce sens. Ceux qui sont susceptibles de recevoir l'asile. Et surtout, ceux qui sont, j'allais dire, légalisés. En tout cas, pour c'est très intéressant de voir le témoignage concret d'un policier de terrain qui nous... C'est compliqué parce qu'après, quand on veut... Parce que vous voyez la nationalité, il y a l'âge aussi. Il faut expliquer ce que les policiers rencontrent tous les jours. C'est-à-dire qu'une fois, donc, on a une personne, on fait une audition. Cette audition, on lui demande de quelle nationalité il est. Bon, souvent, ils sont palestiniens, syriens ou irakiens, ce qui est faux, parce que nous, on le sait par rapport à l'accent. Afghans, beaucoup d'Afghans. Des Afghans, oui, mais il y en a, mais ceux-là, ils sont protégés, ils ne vont pas dans les centres de rétention. Encore une fois, on est concret, des potentiels bénéficiaires de l'asile. Pour des demandeurs d'asile. Donc après, donc, on mène une enquête. Et cette enquête-là, on va se rendre compte, donc on va faire le tour des consulats, parce que les personnes nous baladent, nous disent, un jour, je suis désolé de le dire, mais je suis algérien, le lendemain, je suis marocain, tunisien, et donc on est baladé. Et on va dans un consulat, on demande si c'est un ressortissant de ce pays. Et forcément,
la personne, enfin, le consul nous dit non, c'est pas un de mes ressortissants. Donc on reprend la personne, on refait des auditions, on reprend des rendez-vous avec des consulats et ainsi de suite. Et donc le temps dure jusqu'aux 90 jours. Et voilà. Et au bout de 90 jours, on relâche les personnes. Les personnes reviennent dans la nature et on sait très bien qu'après, c'est terminé et ces personnes-là ne rentreront pas. Ou un ministre de l'Intérieur qui prend le temps, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, hein, mais en tout cas c'est semble-t-il l'intention de Gérald Darmanin qui prend le temps de changer les choses. Je vais dire un peu des deux. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir du réconfort, surtout quand on est passé proche du lynchage. Enfin, on s'est fait lyncher, quoi. Les trois collègues sont fait lyncher. Je transpose ça dans d'autres pays. Ça aurait été aux États-Unis. Je pense que là, il dégagé et tiré, quoi. Ouais. Nous, c'est le professionnalisme. C'est ça qui est fou. C'est qu'en France, heureusement, on a ce côté professionnel où on sait que jusqu'au bout, on fait la mission et on respecte le code de déontologie, on respecte ce qu'on apprend. Et voilà. Et c'est ça que moi je salue. Maintenant, effectivement, un homme politique. Quand il vient pas, on dit voilà, il s'est pas déplacé. Quand il vient, on dit le mec il fait de la retape, ça sert à rien, c'est de la com. Bon, il faut trouver le juste milieu. Maintenant, oui, je pense que M. Darmanin, il défend quand même beaucoup les policiers, notamment dans l'hémicycle. Voilà. Après, c'est jamais assez, mais ils en font quand même pas mal. Mais voilà, on a obtenu le Beauvau de la sécurité, on a une LOPMI qui, j'espère, va être votée. C'est marrant parce que le Beauvau de la sécurité, vous dites. Banco, mais quand on entend les oppositions ou les commentateurs, on dit bon, ça c'est encore de la com, c'est encore de l'enfumage. Il y a 15 milliards, on nous donne 15 milliards, une enveloppe de 15 milliards sur 5 ans. Enfin, c'est pas rien. C'est la première fois que le chèque, je veux dire, il n'est pas encore signé, mais c'est pas un chèque en blanc. C'est pas un chèque en blanc. On voit qu'il y a un vrai effort. Et il va y avoir, je pense, aussi un vrai effort sur le ministère de la Justice qui en a besoin. Enfin, encore une fois, police-justice, c'est les deux jambes de la République. Les policiers, c'est suffisant? Écoutez, la preuve que non, puisque tous les soirs, c'est la ramdam, et tous les soirs, les gens sortent, tous les soirs, il y a des agressions, il y a des ventes de cigarettes en contrebande, et d'ailleurs, c'est les riverains qui le disent, c'est les rodéos de T-Max et du deal. Donc, je pense que non, c'est pas assez. On va écouter. Je reviens un petit peu ce que vous disiez, parce que c'est vrai que depuis 20 ans, en fait, on a construit la sécurité autour du fameux mot magique, le continuum de sécurité. C'est-à-dire que l'État, pour se désengager quand même un peu financièrement... Ça fait partie de la loi sécurité globale de la précédente majorité. Oui, mais largement, il faut remonter à M. Sarkozy. En fait, a commencé à déléguer la sécurité aux maires, aux élus, voilà, en disant l'État, on va dégraisser un peu le mammouth. Les maires, après tout, il faut aussi leur donner un petit peu de pouvoir localement pour gérer leur ville, etc. Donc la police de proximité qu'on avait connue dans les années fin des années 90, elle a été, et 2000 même, elle a été donnée aux polices municipales. Et nous, policiers, on a fait du régalien, mais vu qu'on nous a quand même, on nous a supprimé 13 000 postes de policiers en quelques années, on s'en est pas encore remis. Hein. Là, on commence juste à retrouver un petit peu le niveau d'avant. C'est pour ça que Valérie Boyer, tout à l'heure vous citiez Valérie Boyer, c'est Nicolas Sarkozy qui a malheureusement déshabillé Jacques pendant qu'il n'arrêtait pas de dire police, police, police. Voilà. Et donc du coup, ce continuum de sécurité, il ne fonctionne que justement s'il y a une alchimie entre les collectivités locales et la police nationale. Et dès lors que, on parlait de jambes tout à l'heure, il y a une jambe qui est faiblarde, effectivement, patatras, tout s'écroule. Et donc là, on voit que dans certaines villes, voilà, une fois qu'on met moins de policiers municipaux, forcément, ça déséquilibre le système. Les policiers, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être dans les violences intrafamiliales, on ne peut pas être sur les stupes, on ne peut pas être dans l'antitéro, on ne peut pas être partout, c'est pas possible. Et dans toutes les réunions, tout est important, parce que en fait, finalement, ces villes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des comités locaux de lutte contre la délinquance. C'est la réunionnite aiguë, parce que nous, on a des élus qui y participent. Il ne s'y passe rien, il ne s'y dit pas les vraies choses, parce qu'on les connaît, les familles de délinquants multirécidivistes sur lesquelles il faut avoir une action. Et donc, en fait, ce que nous, on demande, c'est que réellement, il y ait ce soutien aux policiers. Et je pense que là, sur la question des moyens, ça progresse, avec quand même le sujet du recrutement et de l'attractivité, parce qu'on ne sort pas des nouveaux policiers comme ça, de façon magique, qu'ils soient municipaux ou dites un jeune de 22 ans de s'engager dans la police pour aller avec Guillotière à 800 €, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats. Au 1er juillet de 2022, il y avait 1000 policiers adjoints, donc les anciens adjoints de sécurité, qui devaient rentrer en école de police pour devenir gardien de la paix. Il a fermé les admissions. Il n'y a eu que 500. Parce qu'il y en a 500 qui sont désistés en disant mais c'est terminé, au revoir, bye bye. Je préfère toucher mes 1350 € par mois, mais au moins je finis mon contrat et je m'en vais. Je ne vais pas me faire casser la figure pour 2000 balles par mois. Et voilà. Et donc en fait on en est là. Et je suis désolé, mais oui, il va falloir changer quelque chose quand même, et de redevenir le métier attractif. Et puis surtout, on parlait des caméras. Pour nous, c'est un appui. On a besoin des caméras parce que on sait très bien qu'après, quand on veut identifier des personnes, comme là par exemple la Guillotière, on va remonter le temps, on va retrouver les personnes et après on va les présenter devant la justice. Juste en termes de tout à l'heure, c'est-à-dire que
quand vous êtes policier et que vous faites face à un Algérien supposé, il vous dit mais non, mais moi je suis afghan, et on rentre dans ce cercle vicieux où c'est ce que je disais à Michel, c'est impossible finalement de s'en défaire. Alors en fait, en tant que policier, nous on ne fait pas par nationalité, nous on voit un délinquant. Voilà. Quand on arrête quelqu'un, c'est avant tout un délinquant. C'est après qu'on découvre sa nationalité, mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les délinquants. Et justement, ces délinquants-là, j'allais dire d'immigration clandestine, jettent l'opprobre sur tout, j'allais dire, l'immigration légale qui vient pour travailler, pour apporter des choses positives aussi à la société. Parce qu'effectivement, quand on est policier, on est au contact de la société. Et on voit qu'il y a des gens, moi j'en ai vu, et heureusement, qui arrivaient, qui travaillaient, qui payaient des impôts, et qui effectivement voulaient être régularisés, et qui apportaient quelque chose donc, dans la société. Et à côté de ça, on a des gens qui vivent du système, on a des gens qui viennent, qui étaient déjà des délinquants dans leur pays, mais parce que les vols à l'arraché, dans certains pays, ça rapporte pas beaucoup, parce que les gens sont pas très riches. Donc on leur dit, il vaut mieux aller en face, parce que là-bas, chez les Européens, quand vous allez arracher des choses, ou des sacs ou des sacoches, vous verrez qu'il y aura plus d'argent dedans. Donc en fait, on prend de l'immigration clandestine, beaucoup d'ailleurs d'hommes, très peu de femmes, ou alors des enfants, mais qui sont déjà, hélas, on leur a déjà même appris à voler. Et en fait, nous, on se retrouve avec ça en France, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on voit qu'en 2021, il y a 23% des prisons françaises qui sont occupées par des étrangers. Quand je dis étrangers, je veux dire, je cible pas des pays, c'est vraiment étranger. On a aussi des Russes, on a des Allemands, enfin voilà. Donc c'est vraiment les étrangers. Donc on a 23% des prisons, de la place des prisons qui sont occupées par les étrangers. Quand on regarde les statistiques, ça c'est le ministère de l'Intérieur, on peut les trouver, en 2019, parce que j'ai pas plus récent, dans les transports en Ile-de-France, c'est 66% des vols violents, et 63% des violences sexuelles sont faites par des étrangers dans les transports en Ile-de-France. Ça, c'est des chiffres, c'est implacable. Oui. Voilà. Et c'est pas jeter l'opprobre justement sur tous les immigrés, sur une partie des personnes qui effectivement n'ont rien à faire. Les délinquants, je suis désolé, on peut pas leur accepter. Et ça se fait doucement sourire, j'imagine, Christophe Sauvy. Alors fermeté, oui, humanité, fermeté. Oui, mais c'est ce qu'on essaye de dire d'ailleurs. Le policier au quotidien, il est confronté à ça, à l'humanité, parce que souvent on nous dépeint le policier sans cœur, sans voilà. Non, moi j'ai mes collègues, ils sont à Calais, tous les jours on discute avec eux, ils voient des choses, ils nous disent, même des conditions abominables. Il y a aussi des gens qui jouent un petit peu, qui vont taper en Allemagne, qui vont taper en Italie, en France, qui reçoivent des aides des uns des autres, qui ont des cartes bleues, donc tout ça, bon, c'est de la caricature, mais ça arrive aussi. Et surtout, c'est qu'en fait, on lutte contre les filières. C'est pas de la caricature, c'est des cas d'exploitation humaine, parce qu'il y a aussi de la prostitution, l'immigration, c'est ça aussi. C'est les passeurs, c'est la prostitution, c'est du stup. Il y a aussi des ressortissants afghans qui, dans certaines villes, vendent du stup, parce qu'ils sous-traitent, ils se font sous-traiter. En fait, c'est les Uber shit, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des dealers qui sont déjà en place, qui utilisent justement cette manne, j'allais dire, qui a le droit d'asile, pour vendre du shit, et ils savent que s'ils se font prendre, de toute façon, ils repartiront pas. Donc, je veux dire, il y a aussi la criminalité d'aubaine. Donc voilà, et moi mes collègues, ils travaillent là-dedans, ils travaillent contre l'exploitation humaine et on démantèle des réseaux. Après, démanteler un réseau, ça prend du temps. C'est pas en claquant des doigts. C'est de l'observation, c'est recouper les informations, c'est travailler avec les pays européens. Actuellement, est-ce que réellement on a une vraie coordination européenne? Je suis pas sûr non plus que ça marche très très bien. Ça va peut-être marcher un peu mieux, mais c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et encore une fois, je vous dis, moi mes collègues tous les jours, ils ont les mains dans le cambouis, ils sont au contact de cette misère humaine, et il y a même des fois des amitiés qui se lient dans les centres de rétention administrative où les gens passent 90 jours. Effectivement, il y a des collègues qui ont dit j'ai lié d'amitié avec quelqu'un qui était en rétention et on comprend même pas ce qu'il fait là parce que c'est quelqu'un qu'on aurait pu peut-être même garder. Il y a des médecins, par exemple, une personne qui a fait 5 ans d'études de médecine en France. Voilà, après il a dû repartir parce qu'avec la Covid, il n'a pas pu continuer. Le numerus clausus a fait que, et cette personne-là, peut-être aurait pu continuer.